Et nous a rejoint Thierry Mogenest. Alors, je suis bien content que vous soyez là, parce que ça faisait très longtemps, peut-être depuis un sana, que je m'étais pas autant amusé à lire un livre. C'est totalement idiot, ça s'appelle Les Rillettes de Proust et autres fantaisies littéraires. Vous allez exploser de rire, parce que c'est le meilleur cours de littérature que l'on puisse donner. Voilà, c'est à la fois superflu, donc absolument fondamental, et ça part... au départ dans tous les sens, et on s'aperçoit qu'en réalité c'est très sérieux. Quelle était l'idée de départ, Thierry Mogenest? L'idée de départ, ça date pas d'hier. C'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, je suis un lecteur assidu, passionné, et je noircis des carnets de notes entiers de singularité littéraire. Madame de Sévigné écrivait: toutes les choses singulières me réjouissent toujours. Je pense exactement comme elle. Chaque fois que je tombais dans mes lectures sur quelque chose de vraiment drôle, particulier, je le notais. Au bout d'une trentaine d'années, je me suis dit, il est peut-être temps de rassembler tout ça et d'en tirer un livre. Alors, c'est aux éditions JBZ et compagnie. Et regardez bien, c'est un livre comme on n'en fait plus. C'est-à-dire, c'est un livre qu'il faut découper. Ah, voilà, ça fait plaisir d'avoir enfin un vrai éditeur qui prend des vrais livres avec des très beaux papiers. Vous savez, prenez votre coupe papier et puis vous lisez. Et on retrouve le plaisir de la patience. Alors, ce sont des conseils pour tous ceux qui veulent devenir grand écrivain. Grand écrivain, maintenant, c'est un job à part entière. En France, on est grand écrivain. Il y a plein de gens comme ça, qui sont à Saint-Germain-des-Prés, des grands écrivains. Si vous voulez obtenir donc le prix Nobel un jour, vous suivez les conseils de Thierry Mogenest. Premier conseil au grand écrivain, Thierry Mogenest, allez-y. Le premier conseil, sans doute, puisque beaucoup l'ont suivi parmi les plus grands des plus grands écrivains, c'est de plagier finalement. Lamartine a plagié ses plus beaux vers, Chateaubriand s'auto-plagiait. Nous avons par exemple Musset qui lui tirait à boulet rouge sur le plagiat, puisqu'il a dit: je hais comme la mort l'état de plagiaire, mon verre n'est pas grand mais je bois dans mon verre. Et pourtant il a plagié toute honte bue des vers de Boileau. L'honneur est une île escarpée et sans bord, on n'y peut plus entrer lorsqu'on est au dehors. Mais sans doute le plus grand des plagieurs, c'est Stendhal, puisqu'il plagie un ouvrage en entier, Storia pittorica dell'Italia, qui découvre en Italie une œuvre de Luigi Lanzi, qu'il va publier de la première à la dernière page et qu'il va publier tranquillement en France sous son nom de Stendhal. Ouais. Donc, ça n'empêche pas d'être génial, hein, parfois. non, mais tout à fait, il faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, je reconnais très volontiers le caractère iconoclaste, irrévérencieux tout du moins de ce livre, dans lequel j'épingle quelques défauts, quelques plagiats, quelques anachronismes chez les auteurs, mais l'autre côté de la médaille, je reconnais le génie de plusieurs auteurs. Ouais. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est les deux côtés. Alors, on nous parle souvent dans cette émission de l'inspiration. Souvent, je pose la question, alors comment vient l'inspiration? Si elle ne vient pas, rassurez-vous, Thierry Mogenest a la solution. Que faites-vous? Eh bien, n'attendez pas. Allez dans votre bibliothèque, écrit Mogenest, copiez les premiers mots des romans de votre choix. Avec beaucoup de patience et un peu de chance, vous écrirez une œuvre cohérente à moindre frais. Et suit une page, sublime, mais en réalité, c'est la première page de Manche-Clou d'Albert Cohen, suivie de la première phrase de Kafka, Le Vecdir, suivie de la première phrase de Guy de Maupassant, la première phrase de L'Herbe rouge de Boris Vian. C'est génial, parce qu'on peut, en piquant les insipides de chacun, faire un texte qui a du sens. Avec beaucoup de patience, un peu de chance et beaucoup d'abnégation. Mais en fait, je m'étais amusé plusieurs années auparavant à écrire un roman qui s'appelait Roman recyclé, tout simplement parce que je recyclais des premières phrases. Ouais. Et j'étais arrivé à une cinquantaine de pages d'un roman. Bien entendu, je ne l'ai pas fait publier parce que l'édition est assez pleine d'ouvrages intempestifs. Mais à l'intérieur des Rillettes de Proust, justement, j'ai montré tout ce qu'on pouvait faire avec la littérature, avec la langue française. Qu'est-ce que c'est que ce titre, d'ailleurs, Les Rillettes de Proust? C'est improbable. Les Rillettes de Proust, c'est tout simplement un éclairage, parce que je disais que j'acceptais volontiers le terme d'iconoclaste et d'irrévérencieux, donc j'aime bien détourner le patrimoine littéraire. Et c'est une idée très sérieuse. Je veux simplement prouver que la littérature n'est pas, contrairement à un temple très solide dans lequel on pourrait enlever une simple pierre et, ma foi, l'édifice tiendrait encore. Non, une œuvre littéraire aussi géniale, aussi grande soit-elle, comme La Recherche du temps perdu, on enlève simplement un mot, on le remplace par un autre et l'édifice s'écroule. Par exemple, je vais remplacer la petite tasse de thé par un boc de bière dans Swann, La Recherche du temps perdu, et je vais surtout remplacer la petite Madeleine par une tartine de rillettes. Et là, on s'appelloit que... Et le texte est irrésistible. Le plus grand édifice de la littérature s'écroule, ne résiste pas. Alors, finalement, alors qu'il y a des choses très drôles. Par exemple, c'est vrai que les profs de français ont fait œuvre utile en nous expliquant très tôt qu'il fallait éviter les adverbes. Pas trop d'adjectifs, pas trop d'adverbes. Bon, tout à l'heure, tiens, Franck-Étienne, vous parliez de Rimbaud. Est-ce que vous connaissez par cœur la première strophe du poème Ma Bohème?
Non. Hein, vous savez, je m'en allais, les poings dans mes poches crevés, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Que se passe-t-il, Thierry Mogenès, si on rajoute des adverbes? Eh bien, c'est pédagogique en fait. Je ne m'attaque pas à Rimbaud simplement par plaisir. J'ai simplement envie de dire que les adverbes sont souvent inélégants, intempestifs. Alors simplement, plutôt qu'une longue démonstration, Dites-nous, qu'est-ce que je ça mets un donne? exemple. Ça donne quelque chose comme je m'en allais spontanément, les poings dans mes poches indéniablement crevés. Mon paletot aussi devenait absolument idéal. J'allais lentement sous le ciel muse et j'étais indéfectiblement ton féal. Je crois que c'est beaucoup moins beau, non? Me semble. Voilà, alors il y a des Ouais, exemples comme ça, il y en a des dizaines, on arrive à la fin de l'émission, mais allez-y, plongez-vous là-dedans, vous allez voir, c'est formidable. Il y a des exercices aussi qui sont très très drôles, des QCM, des exercices fléchés, enfin bref, il faut répondre. Ça permet aussi d'ailleurs de chasser pas mal de lieux communs et d'idées reçues sur la littérature. Vous l'avez lu, Guy Carlier? J'ai adoré ça, notamment il y a évidemment une démystification voilà quoi, les gardiens du temple et des phrases qui reviennent, des tournures qui reviennent, comme je pense au nid de guêpe, à des choses comme ça, qu'on retrouve dans l'œuvre d'éthique littéraire. Ah non, vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Alors, la langue française,